Lieuse de Christophe Menet. Première partie. Chapitre 7. L'oiseau bleu. Exposer les dépouilles des fanatiques au regard des passants n'avait pas eu sur la population de Corrières l'effet escompté par le chef Vanille. Malgré les journées passées à s'en instruire auprès de son oncle Raoult ou de son précepteur Trionnet, les mœurs des sédentaires lui restaient en grande partie mystérieuses. Du moins ce macabre spectacle lui garantissait-il l'obéissance de la cité, à défaut de sa gratitude. Dans leur déambulation, les habitants évitaient autant que possible de passer devant les ruines encore fumantes du château d'Oukial. Quant à ceux qui s'y voyaient forcés, ils préféraient baisser les yeux sur le pavé encore rouge de sang, plutôt que de regarder les cadavres suspendus à ce qui restait de la palissade. Pourtant, si ces enragés-là étaient parvenus à leur fin, c'était la cité des tanneurs tout entière qui aurait été réduite à l'état de cendres. Mais pour ces paisibles marchands et artisans, les Andralogans étaient tous à mettre dans le même sac, des barbares assoiffés de sang et de pillage. Comment Vanille aurait-il pu le leur reprocher quand son propre fils avait tout mis en œuvre pour consolider les pires préjugés en vigueur à propos de leur peuple? Que ne l'avait-il tué comme un homme ce jour-là sous la tente, plutôt que de le gronder comme un enfant pour avoir si stupidement fait capoter tous ses plans? Une sensiblerie de père indigne d'un chef suprême. Manille avait eu ce qu'il méritait finalement, piétiné sous la cohue qu'il avait lui-même déclenchée, alors qu'affolé par les premiers sangs, Corrières promettait déjà de tomber comme un fruit mûr. Les restes de Manille avaient été impossibles à dissocier de l'épaisse couche de chair et d'eau broyée qui couvrait la rue, une fois le carnage achevé. Tant mieux. Vanille n'aurait sinon pas eu d'autre choix que d'exhiber en bonne place la dépouille de son fils parmi celles des crétins qu'il avait entraînés dans sa folie. Arrêter cette horde fanatisée aurait coûté trop de vies parmi ses fidèles, des vies plus précieuses à court terme que celles des nobliaux terrés dans l'enceinte. Vanille avait ainsi laissé les enragés faire place nette et émousser quelque peu leur force. S'étant eux-mêmes enfermés, persuadés qu'ils étaient de rallier à leur cause tous les Andralogans, les chiots fous du dieu Ayo s'étaient retrouvés doublement encerclés, par la palissade et par la majorité des hommes restés loyaux au chef. En mettant le feu, ces imbéciles n'étaient parvenus qu'à précipiter leur perte. Lorsque dépassés par leurs propres flammes, ils avaient battu en retraite vers la grande porte où cherchaient à refranchir l'enceinte, ça avait été un jeu d'enfant, à près de 2 milliers contre 500, que de les tailler en pièces. Même pour des furieux dans la force de l'âge et ivres de superstition, défier des aînés expérimentés s'était révélé autrement plus compliqué que de prendre en traître un château aux défenses engourdies par des décennies de paix. Encore que la tâche se serait avérée bien plus ardue si tous les défenseurs de Corrières avaient été de la trempe de ce gamin qui n'avait pas hésité à plonger dans un torrent d'ennemis ou de cette furie venue à bout de Manille en une seule flèche. Plus impressionnant encore, un vieux soldat avait à lui seul décimé autant d'Andralogans que tous les autres défenseurs réunis. Armé de 2 épées, il avait défié la mort et fendu toutes les chairs à sa portée, poursuivant même la besogne tandis que le flot des fanatiques refluait vers l'extérieur de l'enceinte. Mu par un mélange de respect et de curiosité, et au prix de quelques vies andraloganes supplémentaires, Vanille avait exigé qu'on le prît vivant et qu'on soignât ses blessures. Les 3 derniers jours étaient passés trop rapidement, mais il se promit de rendre une visite avant le soir aux valeureux prisonniers. Pour l'heure, c'était avec un allié qu'il lui fallait s'entretenir. Une perspective qui le mettait mal à l'aise. Un traître restait un traître. Qu'il se déshonorât en votre faveur ne faisait rien à l'affaire. Malgré son secret attrait pour les cités, ce ne fut pas sans un certain soulagement que Vanille dépassa les dernières maisons pour lancer son étalon dans la plaine. Sur ses ordres, les habitants de Corrières avaient si docilement repris leurs activités que c'en était écœurant. Presque aussi écœurant que la manière dont la Légion avait détourné le regard au moment de l'attaque. En dépit des accords passés, Vanille s'était attendu jusqu'au dernier instant à voir finalement s'interposer les soldats larivéens. Abasourdis par l'attaque des créatures de l'enfer qui avaient fait s'abattre sur eux la foudre, les Andralogans auraient alors été aussi faciles à encercler qu'une portée de Lapro paniquée, même par des adversaires en sous-nombre.
monstrueusement coûteux en bois, plus fortifié et imprenable que la cité qu'il était censé défendre, le camp retranché avait quelque chose d'absurde, ainsi posé arbitrairement au milieu de la plaine, sur le petit remblai né du creusement de son fossé. De ce que Vanille connaissait de l'histoire du continent, jamais conflit n'avait nécessité qu'on en construisît de semblables, et si on avait pu, du côté de l'arrivée, remettre la main sur quelques antiques plans, les traités de stratégie semblaient quant à eux définitivement égarés. Casernés dans la cité elle-même, les légionnaires auraient été incontournables et beaucoup moins faciles à corrompre, car il y avait peu de chances que chaque homme du rang eût été personnellement soudoyé. Mais à bien y réfléchir, isoler la troupe de la population avait sans doute fait partie intégrante de la manœuvre. La splendide demeure de toile qui se dressait depuis peu sur le forum du camp faisait passer la grande tente de commandement de la garnison pour un étendoir à linge. Quant aux 2 centurions qui en gardaient l'accès, ils n'étaient rien moins, sembla-t-il à Vanille, que les chefs des 2 cohortes en présence. Chacun de ces officiers avait sous ses ordres pas moins de 500 légionnaires. Si aux yeux de l'occupant de la tente, ils étaient tout juste bons à jouer les sentinelles, que pouvait bien valoir, dans la partie que jouait son allié, Vanille et son millier et demi d'hommes encore en état de chevaucher. « Maître Tritos Linos va vous recevoir », annonça un jeune garçon vêtu d'une tunique d'un blanc irréprochable, une fois Vanille introduit sous la tente. Il était extrêmement rare qu'un sédentaire s'encombrât d'un double patronyme. Cela en disait long sur l'idée que le Larivéen se faisait de lui-même. « J'arrive tout droit de Trion-la-Doyenne », clama-t-il en surgissant de derrière une tenture, aussi richement vêtue et baguée que lors de leur première entrevue. « Notre cher Septimo vous salue et m'envoie m'assurer que tout se déroule comme vous le souhaitez. » Ignorant ce que savait son hôte de leur véritable lien de parenté, Vanille ne laissa paraître aucune émotion à l'évocation du nom trionnais de son oncle Orao. Ce qu'il n'ignorait pas, en revanche, c'était que ce Tritos Linos n'était pas quelqu'un qu'on envoyait là où il ne souhaitait pas déjà se rendre. Il n'était le chien que d'un seul maître, et même ce dernier aurait été bien inspiré de s'en méfier. « Tout se passe comme prévu », mentit-il. Le Larivéen esquissa un sourire surpris. « Je me suis laissé dire que les ruades de cet ombrageux poulain qui vous tenait lieu de fils vous avaient coûté plus de 500 hommes, fit-il remarquer. Sans parler de ces malheureux fauchés par des dragons, c'est bien cela. Tout est rentré dans l'ordre, maintint Vanille sans sourciller. Un petit millier et demi de cavaliers fatigués pour tenir Corrières et prendre la forteresse de Castelpreni, cela me semble à moi fort léger. Ce ne sont que des villes de marchands, assura le chef Andralogan, bien qu'il en fût arrivé depuis longtemps à la même conclusion. Mais il lui était de toute façon impossible d'appeler en renfort les quelques 800 cavaliers qui campaient aux abords de Trion. Il les y avait précisément laissés pour s'assurer la docilité de la cité et s'épargner leur épuisant fanatisme. Depuis 10 années qu'il présidait au destin de la doyenne, Vanille s'était accoutumé au jeu des tractations et des marchandages. C'était cependant la première fois qu'il se retrouvait dans le rôle du quémandeur. Heureusement, Tritos Linos ne semblait pas vouloir l'humilier outre mesure et il lui offrit sans tarder une porte de sortie honorable. « Il est inenvisageable, commença-t-il, que des forces larivéennes prennent part de quelque façon que ce soit à l'attaque d'une cité-fille. En revanche, le maintien de l'ordre entre tout à fait dans le cadre de leurs prérogatives. Fondez au plus vite sur la verte langue, mon ami. Les 1000 hommes ici présents veilleront sur votre conquête en attendant votre retour. Que me coûtera ce service ? Ces troupes sont grassement rémunérées à ne rien faire sur les fonds propres du sénateur Lucilio. Un peu d'activité leur fera le plus grand bien. Considérez cela comme un gage de confiance entre alliés. Remplissez votre part du marché et l'Est est à vous. » Sur ces mots, Tritos Linos claqua des doigts. Le jeune serviteur sortit aussitôt de l'ombre, portant un plateau chargé d'une carafe et de 2 coupes, toutes 3 forgées dans un même métal précieux et finement ciselé. La couleur du vin que versa le garçon rappela douloureusement à Vanille les flots de sang où pataugeait encore son cheval 3 jours plus tôt. Le sang, entre autres, du fils qu'il ne ramènerait jamais auprès de sa mère. Le fils dont venait à l'instant de se moquer ouvertement cette larve enroulée dans une toge, ainsi que l'aurait qualifié Manille.
Voilà auprès de quoi il en était réduit à se prostituer. Tout ça pour l'orgueil d'un peuple ingrat qui n'aurait pas hésité à le mettre à mort avec tous les habitants de Corrières si les chiots fous du dieu Ayo avaient eu le dessus. Voilà qui fait plaisir à voir, s'enthousiasma Tritoslinos, alors que Vanille trempait ses lèvres dans le vin. Il eût été tellement dommage de céder la moitié de ce continent fertile à une horde d'Osterbigots incapables d'en apprécier les fruits. Troublé par la puissance du cru d'Ouest, ou peut-être bien par la cruelle justesse du portrait que son hôte venait de brosser des Andralogans, le chef, sans toutefois trahir le moindre émoi, finit son vin d'un seul trait puis prit congé. Dehors, la tête lui tourna un peu, les allées et venues des soldats qui vaquaient à leurs activités, contribuant à son vertige. Des gamins pour la plupart et quelques hommes plus mûrs qui, débarrassés de leurs uniformes, auraient tous pu se fondre dans Corrières sans la moindre difficulté, ou en Trillon tout aussi bien, et probablement au sein de n'importe quelle autre cité ou hameau du continent. Un tour de passe-passe hors de portée des trop orgueilleux cavaliers de la steppe, exception faite de l'oncle Raoult. Une foi aveugle et une imbécile fierté. Tels étaient les deux fardeaux que charriaient les Andralogans. Une malédiction que Vanille s'était promis d'inverser. Et l'antidote se trouvait précisément dans le poison lui-même. Tant pis s'il fallait encore un peu de sang, une dernière bataille, le sacrifice d'une ultime génération fidèle à Ayo pour libérer la prochaine de la pesante tutelle de ce dieu acariâtre. Tant pis s'il fallait à Vanille marmotter encore d'inutiles prières, lécher quelques culs aristocratiques et s'aplatir devant des hommes qu'il aurait pu tuer d'une seule main. Un jour, les enfants des enfants qui lui restaient occuperaient la place qui leur revenait autour de la grande table du continent. Son homme de confiance l'attendait à la sortie du camp. De la même génération que lui, Ménao était l'un des tout premiers meneurs andralogans à avoir saisi l'intérêt d'unir les familles. Avec Tuan, son cadet, ils s'étaient ralliés juste après que Vanille avait tué leur père, le chef du clan Oo, au cours d'un combat singulier. Quelques années plus tard, ils entraient côte à côte en Trillon la Soumise. Vanille n'avait pas eu de frère qui eût survécu au-delà d'un an. Ménao et Tuan étaient ceux qui s'en approchaient le plus, les seuls hommes avec qui il pouvait, à l'occasion, partager ses soucis ou ses rares satisfactions. La mine gênée de son bras droit ne laissant rien présager de bon, l'heure n'était apparemment pas encore aux satisfactions. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est le prisonnier, » grommela le guerrier. « Il a réussi à s'enfuir. »« Je le croyais gravement blessé. À demi crevé, tu m'avais dit. »« Quelqu'un l'a aidé. Les 2 gardes ont été égorgés. » En retrouvant Corrières, Vanille considéra tout autrement les regards qui fuyaient le sien. C'était leur défiance que cherchaient à dissimuler les citadins, pas seulement leur peur. La haine peut conférer de la bravoure, même aux plus mesurés des hommes, l'avait averti son oncle Raoult. « Rassemble-moi tout ça autour de leur foutue place !» ordonna-t-il avant de lancer son cheval au galop vers le centre de la cité. Ces hommes rabattaient encore vers lui la foule qui vaquait dans les rues, que les sabots de sa monture martelaient déjà nerveusement le dallage de la place sacrée. Un timide murmure d'indignation s'éleva quand l'animal laissa échapper un crottin fumant au pied du cadran solaire. Mais le silence retomba sitôt que le chef leva la main. Les citadins gardaient les yeux rivés au sol, risquant parfois un regard crispé vers le ciel, comme s'ils redoutaient que Vanille ne lançât sur eux les dragons qu'ils imaginaient sans doute à ses ordres. Afin de conserver intacte l'impression d'invincibilité qu'inspiraient les Andralogans, il se garda d'évoquer l'évasion du prisonnier et les 2 gardes assassinés. « Dès à présent, clama-t-il, vous allez spontanément venir déposer sur cette place tout ce qui peut, de près ou de loin, s'apparenter à une arme. Soyez certains que nous inspecterons ensuite chaque demeure. Si mes hommes y trouvent ne serait-ce qu'un couteau à beurre un peu trop effilé, c'est toute la maisonnée qui en subira les conséquences. N'oubliez pas les cuillères !» ironisa une voix puissante dont le timbre trahissait cependant une indéniable fatigue. « Nos fiers crasseux de la steppe craignent autant la vaisselle qu'ils redoutent le savon. » Mue par un irrépressible instinct de sauvegarde, la foule s'écarta juste assez pour trahir malgré elle le dément qui souhaitait manifestement en finir avec la vie. D'un courage qui ébranla les certitudes du chef suprême des Andralogans,
l'insolent s'avança pour gravir en boitant les marches de la place sacrée. Même sans ses 2 épées, Vanille le reconnut immédiatement. Tentant de masquer son trouble, il fit signe à ses hommes de le laisser monter. « Dis-moi donc ton nom, vieux fou !» ricana-t-il mal à l'aise. « Que tous ici sachent bien de qui je vais être forcé de décoller la tête !» Serrant à 2 mains contre son cœur un mystérieux objet, l'homme lui décocha un regard empesé de mépris, puis se tourna vers ses concitoyens et leur adressa un sourire si chaleureux que Vanille crut voir l'air onduler par-dessus la foule. « Alaric !» hurla une femme. « C'est le capitaine Alaric, sale pouilleux !» surenchérit inconsidérément un homme. Comme portés par une vague, les noms de l'officier puis de son défunt seigneur commencèrent à circuler de bouche en bouche. Le murmure devint grondement, puis le grondement se fit tonnerre, couvrant tout autant les invectives des Andralogans que les hennissements nerveux de leurs chevaux. Vanille s'était toujours figuré qu'à invoquer à tout propos un invraisemblable dieu aussi invisible que prétendument omnipotent, son peuple détenait immanquablement la palme de la naïveté. Mais que penser alors d'une cité tout entière, risquant le massacre à l'appel silencieux d'un mort en sursis, en mémoire d'une foutue famille rôtie au grand complet dans l'incendie de son château. « Assez !» hurla-t-il hors de lui en brandissant les 2 coudées d'acier de son épée. Le silence ne retomba cependant qu'à l'instant où la lame, effilée tel un rasoir, entama le cou du capitaine. Toujours souriante, la tête de l'officier heurta la place sacrée avec un bruit mat, tandis que ses mains libéraient leur prise. L'oiseau bleu s'échappa avant même que le corps décapité ne s'écroulât. Il survola un instant la foule médusée avant de filer vers l'ouest.